Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous partons dans le sud du Pérou, où s'étend un désert immense que les natifs appelaient la Pampa du Soleil. Un désert où il y a 2000 ans, quelque chose a été tracé dans la terre. Des dessins gigantesques visible seulement depuis le ciel. Alors, bien des questions se posent. Comment ont-ils été réalisés? Pourquoi avoir créé des choses si grandes? Pour qui? Et surtout, mais par qui? Bienvenue dans le nouvel épisode de LPS. Nous sommes ici à environ 400 kilomètres au sud de Lima, dans une grande zone désertique qui s'étend entre l'océan Pacifique et les premières hauteurs de la cordillère des Andes. Un vaste plateau désertique sec, rocailleux, d'une centaine de kilomètres de long et de 15 à 20 kilomètres de large. Les précipitations sont quasi inexistantes, de l'ordre de 1 à 4 millimètres par an seulement, autant dire presque rien. Le vent est très faible, il n'y a pratiquement pas d'humidité. Autrement dit, rien ne vient réellement perturber la surface du sol, mis à part peut-être le tourisme. Mais ce sol, justement, joue un rôle essentiel. Il est composé de pierres sombres, riches en oxyde de fer, qui recouvrent une couche plus claire. En retirant simplement les pierres sombres en surface, on fait apparaître une terre plus claire en dessous. Et ce qui est frappant, c'est la stabilité de l'ensemble. Dans ce désert, une fois tracées, ces lignes peuvent rester visibles pendant des siècles, voire des millénaires. Alors, une question se pose. Ce terrain a-t-il été choisi par hasard ou pour ses propriétés exceptionnelles? La civilisation Nazca s'est développée entre environ 300 avant JC et 500 après JC sur la côte sud du Pérou. Pour donner un ordre d'idée, la civilisation de Marcahuasi, c'est 12 000 ans avant JC. Manco Capac, c'est 3500 ans avant JC. Tiahuanaco, c'est 1000 à 1300 après JC. Et l'histoire inca avec l'empereur Pachacuti, c'est 1438 après JC. Elle succède à une culture plus ancienne, les Paracas, déjà présents dans la région plusieurs siècles auparavant. Ces deux cultures, Paracas et Nazca, partagent certains éléments communs, notamment dans l'art, les textiles et les pratiques rituelles. Les Nazca étaient une société organisée avec une forte dimension spirituelle. Leur centre cérémoniel principal était Kawashi. Ça n'était pas une ville au sens classique, mais un lieu seulement dédié aux rituels. Leur vision du monde était profondément différente de la nôtre aujourd'hui. Pour eux, il n'y avait pas de séparation nette entre le monde physique, matériel, visible, et le monde invisible. La terre, le ciel, les esprits, les ancêtres formaient un ensemble. Dans ce contexte, tracer dans la terre pouvait être éventuellement un acte symbolique, mais aussi peut-être un acte de communication, et c'est là que se pose une question importante. Les Nazca sont-ils réellement les créateurs de ces lignes ou les héritiers d'un système déjà existant? Car certaines caractéristiques interpellent. Les lignes et figures de Nazca ne sont pas posées au hasard. Elles s'étendent sur des dizaines de kilomètres, elles s'orientent selon certaines directions, la plupart vers le sud. Elles se croisent, s'entrelacent de façon complexe, voire chaotique. La plupart sont des lignes parallèles qui ressemblent à des routes aux bords surélevés. Donc, on n'est pas face à des dessins isolés, mais à un ensemble structuré à grande échelle. Et surtout à quelque chose qui semble lié. Sur le plateau de Nazca, on trouve plusieurs types de géoglyphes. Alors, qu'est-ce qu'un géoglyphe? Ce terme a été proposé en 1964 par Mostny, a été adopté pour désigner les grandes figures zoomorphes, anthropomorphes ou géométriques élaborées dans les
pampa. En fait, ce sont des dessins réalisés sur le sol à partir d'éléments naturels. D'abord, pour les formes animales, et pour les plus connus, nous avons le colibri, l'araignée, le singe, le condor. Ces figures sont parfois gigantesques, certaines atteignant plus de 100 mètres de long. On trouve également des formes géométriques, des lignes droites, parfois sur des kilomètres, des trapèzes, des triangles et des spirales. Certaines lignes semblent infinies, tracées sans être déviées, malgré pourtant les irrégularités du terrain. Il existe aussi des figures humaines. Parmi les plus connues, sûrement que tu la connais, une forme surnommée l'astronaute. En termes de taille, Nazca est hors norme. Certaines figures ne sont visibles dans leur globalité que depuis les airs. Depuis le sol, on ne perçoit que des fragments. Ce que l'on observe ici n'est pas un ensemble de dessins isolés, c'est un système réel, un ensemble structuré, cohérent, inscrit à grande échelle dans le paysage. Encore une fois, une question se pose. Mais comment un tel système a-t-il pu être conçu sans avoir une vision d'ensemble depuis le sol ? On va repartir du Pérou avec le chandelier de Paracas, très connu, qui se situe en face de l'océan Pacifique. Aux États-Unis, dans les zones désertiques de l'Arizona, de la Californie et du Nevada, on trouve des figures tracées dans le sol, comme les Blythe Intaglios, visibles depuis le ciel, réalisé selon un principe similaire à Nazca. En Amérique du Sud, au Chili, dans le désert d'Atacama, on se trouve une figure impressionnante que l'on appelle le Atacama Giant, plus connu sous le nom espagnol El Gigante de Tarapaca, un géoglyphe humanoïde, éventuellement qui représenterait une divinité, ainsi que les géoglyphes de Cerros Pintados qui sont autour de ce géant sur 4 km, avec plus de 450 géoglyphes quand même, comprenant des figures humaines, géométriques et animales, dont le condor, très connu dans d'autres régions du monde, comme en Australie avec le Merriman, et certains ont pensé que cette représentation était toute. Une cinquantaine de géoglyphes au Kazakhstan aussi, et ici des formes géométriques en pointillés. Là, nous voyons un carré, ou on pourrait dire que c'est la projection d'une pyramide. En Russie, dans les montagnes très connues de l'Oural, près du lac Ziyu-Radkoul, on penserait à un animal. Ici, le Westbury White Horse. Ici, le Huffington White Horse. Là, nous voyons le Wilmington Giant, appelé aussi Longman. Là, le Cerne Abbas Giant. Certains ont pensé que cela représentait Hercule. Et ici, le Osmington Horse, pris par le satellite nommé Pléiade quand même. Enfin, parmi les géoglyphes modernes, il y a sans doute ces îles artificielles de sable et de pierre au large de Dubaï. Ceci nous montre une chose. Des cultures différentes, des époques différentes ont tracé des formes gigantesques dans le sol. Alors, une question se pose. Mais pourquoi? S'agit-il d'une coïncidence ou bien de la trace d'un savoir commun transmis à travers les âges et les civilisations? Nazca n'est peut-être pas une exception, mais une pièce d'un ensemble bien plus vaste. Quand on observe les lignes de Nazca pour la première fois, une idée simple peut nous venir à l'esprit. Et si ces lignes
été des routes. Alors, certaines sont longues, rectilignes, parfois, mais sur plusieurs kilomètres. Mais rapidement, cette hypothèse montre ses limites. Ces pseudoroutes ne pouvaient pas être employées pour le transport. Pourquoi? Elles sont escarpées, elles montent et descendent des reliefs, elles se croisent sans logique de circulation, et certaines s'arrêtent, pouf, brutalement. Non, mais de toute façon, pourquoi construire des voies si compliquées avec des zigzags comme ça, sur des kilomètres, formant un circuit fermé, très pénible, pour atteindre un site à quelques minutes seulement en ligne droite? Ça n'a pas de sens. Ce ne sont pas des routes au sens classique où nous l'entendons. Une autre possibilité a alors été envisagée, celle d'une organisation du territoire. Alors, l'idée d'organisation de territoire, c'est les lignes ne serviraient pas à aller d'un point A à un point B comme une route, mais plutôt à marquer des directions importantes, définir des zones ou des espaces, guider des déplacements rituels, créer une structure invisible dans le paysage. Dans cette lecture, les lignes ne serviraient pas à circuler, mais à organiser et structurer l'espace du désert, en suivant une logique qui n'est pas immédiatement visible pour nous. Cependant, là encore, certaines questions restent en suspense. Pourquoi une telle précision? Pourquoi une telle échelle? Pourquoi créer quelque chose qui n'est pas réellement visible depuis le sol? Cette première approche nous apporte des éléments de réponse, mais elle ne suffit pas à expliquer l'ensemble du phénomène. Il faut donc que nous allions plus loin. Les lignes de Nazca ne sont ni des routes ni des tracés utilitaires, alors une autre hypothèse prend de la force, celle de pratiques rituelles, et il semblerait que ce soit la plus communément admise ou du moins répandue. Selon des chercheurs, les lignes n'étaient pas faites pour être vues, mais pour être parcourues. Les Nazca auraient marché le long de ces lignes dans le cadre de cérémonies. On parle alors de chemin rituel. Marcher devenait un acte, un geste chargé de sens, une manière de se relier à la terre, aux divinités, aux forces naturelles. Certaines hypothèses relient aussi ces pratiques à l'eau, car c'est vrai, dans un environnement aussi aride, l'accès à l'eau est plus que vital. Les rituels pouvaient alors avoir pour but d'invoquer la pluie, de favoriser la fertilité, de maintenir un équilibre avec la nature. Ce qui compte, ce n'est plus la vue d'ensemble depuis le ciel, mais l'expérience vécue au sol même. Cependant, encore une fois, une question se pose. Si tout se joue au niveau du sol, alors pourquoi certaines figures sont-elles si grandes et visibles uniquement depuis le ciel? L'hypothèse rituelle apporte des réponses solides, mais elle ne suffit pas à expliquer l'ensemble du phénomène. Une autre hypothèse avancée concerne le Soleil. Certaines lignes de Nazca semblent alignées avec des points précis de l'horizon, notamment le 22 juin, qui est le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année. Et on a pu identifier à plusieurs endroits une douzaine de systèmes astronomiques, et certains semblent correspondre à des inscriptions solsticiales et d'autres équinoxiales. Ces moments marquent des périodes clés dans l'année, un changement de saison, des cycles agricoles, des rythmes naturels. Dans cette lecture, les lignes pourraient servir de repères, non pas pour être vues depuis le ciel, mais pour observer le mouvement du soleil depuis le sol. En se plaçant à certains points, il serait possible de voir le soleil apparaître ou disparaître exactement dans l'axe d'une ligne. Les lignes deviennent alors des marqueurs de temps, un calendrier inscrit dans le paysage. Cependant, cette hypothèse ne s'applique pas à toutes les lignes. Certaines correspondent à des alignements solaires, mais beaucoup d'autres ne semblent pas liées directement au soleil. Le soleil explique donc une partie du système, mais pas tout l'ensemble. Une autre piste
explore les liens entre les géoglyphes et les étoiles. Certaines figures animales ont été rapprochées des constellations. Par exemple, prenons le singe, qui pourrait être associé à une configuration céleste, ou bien l'araignée à une autre zone du ciel. Deux références reviennent comme d'habitude, les Pléiades et Orion. Ces constellations étaient importantes dans de nombreuses cultures anciennes, nous l'avons compris. Elles servaient à repérer les saisons, à structurer le temps et parfois à orienter certaines pratiques rituelles. Dans cette hypothèse, Nazca serait une sorte de projection du ciel sur la Terre, un miroir symbolique du cosmos, un planétarium astronomique. Mais là encore, vois-tu, il y a une limite. Les correspondances ne sont pas toujours précises. Certaines associations restent juste interprétatives. L'idée est certes intéressante, mais elle ne fait pas consensus. Au-delà du Soleil et des constellations, des chercheurs ont envisagé des connaissances encore plus avancées, notamment autour de la planète Vénus. Dans plusieurs civilisations anciennes, Vénus occupait une place centrale. Ces cycles étaient observés avec précision. Certains ont suggéré que certaines lignes de Nazca pourraient correspondre à ces cycles. Parallèlement, des sites comme Tiahuanaco montrent des structures liées à des calendriers très complexes, comme sur la porte du soleil par exemple. Des alignements, des rythmes, des cycles qui dépassent la simple observation solaire. Dans cette perspective, Nazca pourrait faire partie d'un système de connaissances bien plus élaboré, un système lié à l'observation du ciel sur le long terme. Mais là encore, les preuves restent limitées. Ces hypothèses ouvrent des pistes, oui, mais elles ne permettent pas à elles seules d'expliquer l'ensemble de Nazca. Certains ont alors évoqué une idée plus radicale. Et si Nazca était un cosmodrome? Une hypothèse qui dépasse les explications classiques. Dans cette lecture, l'origine des lignes de Nazca ne serait pas uniquement humaine. On peut donc y voir une intervention extérieure, exogène, des technologies inconnues ou des civilisations avancées. Certains évoquent alors un lien avec des ovnis, objets volants non identifiés. Les longues lignes rectilignes ou encore les formes géométriques comme les trapèzes, surtout étendues sur des kilomètres, pourraient être interprétées comme des pistes, des axes d'orientation, de circulation ou des zones d'atterrissage. Dans ce cadre, une autre idée apparaît, celle d'une possible interaction avec des intelligences non humaines, des êtres venus d'ailleurs, des extraterrestres. Selon cette hypothèse, les géoglyphes pourraient alors être des repères, des signaux ou des structures conçues pour être vues depuis le ciel et non depuis le sol. Bien sûr, cette hypothèse reste controversée, mais elle s'appuie sur un point troublant. Ces formes prennent tout leur sens seulement vues d'en haut. Cette hypothèse invite en tout cas à nous poser une question qui, je pense, est essentielle. Et si certaines structures de Nazca n'avaient jamais été conçues pour les hommes au sol? D'autres hypothèses évoquent l'existence de géants. Des êtres capables de concevoir ou de tracer des formes à une échelle commasse. Ces théories restent très controversées, certes, mais bon, elles posent malgré tout une question importante. Et si Nazca dépassait le cadre des connaissances que nous attribuons aux civilisations anciennes? Une fois encore, ces hypothèses invitent simplement à élargir le champ des possibles.
Dans certaines traditions andines, on raconte qu'avant l'humanité actuelle, la Terre aurait été peuplée d'êtres de grande taille, entre autres. Ces êtres auraient été créés avant les hommes, mais n'auraient pas respecté l'ordre établi. Et là, on peut parler d'aberration génétique. Bon, selon ces récits, le dieu Viracocha aurait alors détruit ce premier monde pour créer une nouvelle humanité. Une humanité différente, plus petite, plus adaptée, dotée de l'empathie. Dans les traditions mésoaméricaines, il est question de plusieurs humanités successives. Certaines auraient été constituées d'êtres plus grands avant d'être détruites lors de grands cataclysmes. Le dieu Quetzalcoatl est souvent associé à la transmission du savoir entre ces cycles. Chaque monde aurait ses propres êtres, ses propres lois, ses propres formes. On retrouve aussi des récits de géants dans la Bible, les Néphilim, dans la mythologie grecque, les Titans, et dans bien d'autres traditions anciennes. À chaque fois, un point commun. Ces êtres sont liés aux origines, aux anciens temps, à une époque dite d'avant. Mais une question se pose là encore. Pourquoi certains mystères anciens hyper importants ne font-ils pas l'objet de recherches beaucoup plus poussées? Alors, est-ce que c'est simplement une question de priorité? Ou y a-t-il une forme de désintérêt peut-être? Voire de prudence ou de flippance face à ce que ces découvertes pourraient remettre en question surtout? Bon, on continue, mais ça, c'était la The Question, en fait, que j'ai placée ici même pour essayer de te garder en haleine. On continue. Après avoir exploré les hypothèses, une autre lecture apparaît. Et si les lignes de Nazca n'étaient pas seulement des structures, mais un langage inscrit dans la terre? Car lorsqu'on observe les figures, une chose devient évidente. Elles ne sont pas aléatoires. On y trouve des formes récurrentes, des animaux, des spirales, des formes humaines. Donc, parmi les géoglyphes les plus connus, on a dit le colibri, le singe, l'araignée, le condor. On peut aussi voir ici le chat, qui représente, d'une façon donc symbolique ou archétypale, la force, la fertilité, le pouvoir, très globalement. Le chien ou le jaguar, qui nous parle de fidélité, de protection, de guide. Le lézard, qui signifie la renaissance, la régénération, l'adaptation, le cycle de transformation. Ces animaux ne sont pas choisis au hasard. Chaque figure peut être vue comme un archétype. Dans de nombreuses traditions, ils représentent des forces, des énergies, des fonctions bien précises. Ce ne sont pas de simples dessins, mais des idées bien incarnées. Certaines formes, comme les spirales, reviennent également. La spirale est un symbole universel. On la retrouve dans la nature, dans les cycles, dans les mouvements, dans tout l'univers en fait. Elle peut représenter le temps, l'évolution, le passage, l'énergie, ou rappelle la structure des nébuleuses. À Nazca, elle pourrait nous indiquer un mouvement, une transformation ou un processus. Certaines figures représentent des formes humanoïdes, parfois stylisées, parfois très énigmatiques. L'une des plus connues est l'astronaute. Sur le Cerro Unitas, nous avons le géant d'Atacama et des géoglyphes de Chissa au Chili. Mais cette interprétation est moderne, oui. Il pourrait s'agir d'un être symbolique, d'une entité ou d'un intermédiaire entre les mondes. Si on met tout ça bout à bout, ensemble, une idée nous vient. Nazca pourrait être un système symbolique, un langage visuel à grande échelle. Dans cette perspective, les lignes ne seraient plus seulement des traces du passé, mais une forme d'expression, un message. Reste à savoir à qui il est destiné.
Dans certaines cultures anciennes de la côte sud-américaine, le condor occupait une place centrale. Bien plus qu'un animal, il était vu comme un lien entre le ciel et la terre. On retrouve cette importance notamment dans les cultures de Paracas, tu sais, la culture juste avant celle de Nazca, où des textiles funéraires d'une finesse remarquable ont été découverts. Ces tissus, conservés grâce à la sécheresse extrême du désert, présentent des figures humaines très étonnantes. Des hommes ou des femmes revêtus de parures évoquant le condor, ailes largement déployées, coiffes dressées, silhouettes hybrides entre humains et oiseaux. Ces représentations posent une question. S'agit-il de simples costumes rituels de danseurs, de prêtres liés à un culte solaire, ou bien de quelque chose de plus troublant? Dans certains récits, ces géants ne sont pas de simples humains, mais une humanité différente, antérieure ou même parallèle. Parmi les éléments les plus marquants de ces récits figure la présence d'êtres décrits comme des hommes trop hauts. Puis, selon ces mêmes récits, ces géants auraient disparu, auraient été complètement détruits. Enfin, non, pas complètement. Et c'est précisément là que commence la légende suivante. Paulino Cruz, un Indien âgé de 135 ans quand même, dont tous ses ancêtres ont dépassé l'âge de 140 ans. Un Paulino Cruz nous raconte d'hommes trop hauts qui vivaient au temps reculé des Wariruna, nés de la terre, bâtisseurs d'énormes cités mégalithiques créées par leur dieu unique, Chapalan Kamayok. Ces géants furent exterminés par les Okakunas venus du pays où naît le soleil. Pour châtier ces guerriers, Chapalan Kamayok déclencha un épouvantable cataclysme. Le troisième jour, éclairs et tonnerres ébranlèrent les fondations du monde. Une secousse intense parcourut de ces ondes destructrices le globe terrestre. En même temps, de grands blocs de grêle commencèrent à pleuvoir, écrasant tous les végétaux. Puis, une pluie qui dura 2 lunes fit périr tous les animaux. Leurs cadavres amoncelés pourrirent et le pays fut ravagé par les épidémies. Enfin, les eaux se retirèrent et formèrent des mers qui n'existent pas jusqu'alors et qui recouvrirent d'énormes villes. Tous les Okakunas moururent. Chapalan Kamayok appela 3 condors et leur dit de ramener sur leurs ailes 3 couples humains d'une terre lointaine pour repeupler la nôtre. Ces 3 couples furent déposés par les condors à Pincos Marca. 2 descendent tous les aborigènes du continent andin. Pour cette raison, les Indiens adorèrent le condor et sculptèrent partout son image dans la pierre. Le condor n'est donc pas seulement un animal, il devient un symbole, un passeur, un lien entre les mondes. Et ce point est essentiel. Car ce type de figure, dis-toi, on ne la retrouve pas uniquement dans les Andes. À travers différentes civilisations anciennes, on observe l'apparition de personnages étonnamment similaires. Alors une question se pose. Et si ces récits n'étaient pas isolés à un seul endroit? Et s'ils faisaient partie d'un schéma bien plus grand, présent à travers le monde entier? C'est ce que suggère l'étude des grandes figures mythologiques. Au-delà des hypothèses techniques ou symboliques, certaines traditions évoquent des figures particulières que l'on retrouve partout dans le monde. À travers différentes civilisations, on retrouve des noms qui partagent des caractéristiques troublantes, comme Osiris, dieu de la régénération et du savoir, Hermès, messager des dieux, gardien du savoir, lié à l'écriture, aux sciences et aux lois universelles, Viracocha, que nous avions vu aussi, créateur du monde dans les traditions andines, décrit comme un être venu d'ailleurs, porteur de savoir et d'organisation. Et Quetzalcoatl, le serpent à plumes, une figure hybride. Il est souvent décrit comme un enseignant, un civilisateur, un être venu du ciel. Alors, des figures souvent décrites comme des êtres porteurs de savoir, des êtres venus enseigner, des civilisateurs, des êtres liés au ciel, à l'ordre et à la création. Puis, ils ont disparu, mais pas sans laisser de traces. Cette lecture propose une clé plutôt intéressante. Ces êtres n'étaient pas seulement vénérés, ils auraient transmis une vision du monde dans laquelle le soleil représente une réalité plus élevée, une forme de conscience, ou ce que l'on pourrait appeler le Verbe, le Christ.
Dans cette perspective, ces figures auraient apporté ce que nous on appelle aujourd'hui le culte solaire, où le soleil symboliquement représente, écoute bien, une source de lumière, une source de savoir, un principe créateur, en fait, la source des sources. Bref, une image bien visible pour représenter une réalité invisible. Cette approche met en lumière quelque chose d'essentiel, une récurrence de figures quasi similaires et un savoir qui traverse les mondes et les cycles à travers des cultures qui n'étaient pas censées être en contact. Et ça mérite quand même d'être observé. Les lignes de Nazca restent encore aujourd'hui un mystère, quoique on s'y approche doucement mais sûrement. Au fil de cette exploration, nous avons exploré plusieurs lectures fonctionnelles, territoriales, rituelles, astronomiques, symboliques, mythologiques et exogènes. Et aucune, quand tu regardes bien, ne répond par elle-même entièrement à toutes les questions. Elle dessine quelque chose de bien plus vaste. Nazca et ses géoglyphes nous obligent à élargir notre regard. Et finalement, ce n'est peut-être pas eux le mystère, mais notre regard qui est limité. Voilà, cet épisode est terminé. Je te remercie pour ta présence. Si cette exploration t'a parlé, pense à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker si tu veux bien. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et pas des moindres. Il portera sur l'Agartha. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.